Il paraît que depuis que l'homme tape du code, il cherche à en taper le moins souvent possible. On a tout essayé, le copier-coller depuis Stack Overflow, les snippets de code qu'on récupère à droite à gauche, des IDE turbo-vitaminés à l'autocomplétion, et depuis peu, Copilot et compagnie. Et donc voilà cette IA générative qui débarque sur le poste du dev. Mais quand on parle que 99% du code pourrait être bientôt sorti tout droit d'un LLM, ça secoue un peu comme si on avait soudainement troqué notre bonne vieille bicyclette contre un vélo électrique. Ça va plus vite, mais il faut encore pédaler quand même. Mais alors, est-ce que l'IA transforme réellement notre métier et pas juste notre vitesse de tabulation ? Qu'est-ce qui change entre jongler avec Cursor, Claude Code et compagnie, et de déléguer vraiment à la fin du dev, et de déléguer vraiment du dev, ou plutôt de déléguer vraiment le travail du dev qui lit finalement sa doc à la main. Et surtout, la nuit, est-ce que la nuit, pendant qu'on dort, donc j'ai mal écrit mon truc, et surtout, la nuit, pendant qu'on dort, est-ce que notre code va se refacto tout seul ? Pour répondre à ces questions de science-fiction, je ne reçois pas Al 9000, mais il s'y connaît en IA qui prennent le contrôle. Jocelyn, bonjour. Bonjour Bruno, heureux d'être ici. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev DEV pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Jocelyn, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Jocelyn Ntakpe, je suis père de deux enfants. Je bosse dans l'informatique depuis un peu plus de 15 ans. Et aujourd'hui, je suis Head of Engineering et Head of Architecture chez ManoMano, après avoir fait ma carrière souvent dans le milieu financier et dans une grande ESN bien connue qui s'appelle Soprasteria. Ok. Donc aujourd'hui, ManoMano, tu peux nous décrire un peu la taille des équipes, l'environnement technologique dans lequel vous évoluez ? Oui, bien sûr. ManoMano, c'est une célèbre licorne française. Donc, on est un site d'e-commerce qui vend tout ce qui est home improvement. Donc, on est très connu pour nos pubs un peu décalées sur tout ce qui est bricolage. On est à peu près 600 employés et sur la partie tech, 200-250 personnes avec une organisation assez classique, des équipes produits, des équipes d'ingénieurs, des équipes plateformes, des équipes data et une organisation en train. Donc on a 3 ou 4 trains si on compte la plateforme. Et ensuite, dans chaque train, des feature teams avec un PM, un engineering manager et 5-6 développeurs. Voilà. Donc là, effectivement, de manière très, très, très classique. La question qui nous intéresse effectivement aujourd'hui, c'est comment est-ce que l'écriture du code se passe pour ces 250 personnes aujourd'hui chez ManoMano ? Elle est en train d'évoluer, comme dans beaucoup de boîtes. Pour poser un peu le contexte, chez ManoMano, on est dans une archi assez distribuée. Chaque équipe gère plusieurs dizaines de microservices. Donc on a un peu plus de 400 microservices chez ManoMano qui sont majoritairement écrits en Java. On va avoir un peu de Go. Le front, c'est du classique, TypeScript, React, Next.js. Et ensuite, les équipes data, elles bossent plus en Python. Et donc, en 2023, on a commencé à intégrer un outil que la plupart des devs, j'espère, connaissent, qui s'appelle GitHub Copilot. Donc, on était quand même sur quelque chose qui apportait
pas mal de valeur. À la fin de l'utilisation de Copilot, on estimait qu'il écrivait entre 20 et 30% du code qu'on avait dans notre base de code. Donc c'est quand même un outil qu'on pouvait utiliser de manière assez significative. Mais bon, ça reste un outil qui ne changeait pas fondamentalement le métier de développeur. C'était comme si on avait une autocomplétion survitaminée. Ça permettait également aux développeurs d'être plus focus parce que on ne quittait pas l'IDE pour aller se balader sur Google ou sur Stack Overflow. On pouvait poser les questions directement dans le chat sur l'IDE. Donc ça a quand même apporté pas mal d'avancées pour les développeurs, mais on ne pouvait pas parler de révolution. L'année dernière, on a vu de nouveaux outils arriver tels que Cursor et Windsurf. Donc déjà, on pouvait déléguer beaucoup plus à ces forks de VS Code qui étaient des IDE qu'on peut qualifier d'agentiques. Donc tout ça, ça a un peu plus changé le métier des développeurs. Donc nous, si je me place avec ma casquette de manager, ce que ça a changé, c'est qu'on s'est mis à gérer plein d'outils. Donc on avait du monde qui était encore sur Copilot, des développeurs qui préféraient utiliser Cursor, des développeurs qui ne voulaient pas quitter le monde JetBrains, donc qui utilisaient JetBrains AI. Et on a commencé à avoir une nouvelle forme de demande qui était j'ai plus de crédits, il faut me redonner des crédits, des missions, le manager qui gère les crédits. Donc on a commencé à avoir de plus en plus de développeurs qui étaient drogués au crédit IA. Je tiens quand même à préciser que chez ManoMano, on a essentiellement des seniors. Il y a très peu de juniors. On va dire que les développeurs qui ont moins de 5 ans d'expérience, c'est extrêmement rare. L'immense majorité des développeurs sont des développeurs seniors. Donc, ce n'est pas des développeurs qui regardent ce que fait l'IA sans un regard critique. Et c'est des développeurs qui maîtrisent bien leur base de code et qui comprennent à tout moment ce que fait l'IA. Mais même ces développeurs seniors-là, les utiliser massivement et arriver rapidement à ne plus avoir de crédit. Et donc là, sur 2026, on essaie d'accélérer encore plus, c'est-à-dire d'avoir des développeurs qui peuvent se concentrer sur les tâches à plus haute valeur ajoutée. Je disais qu'on a beaucoup de microservices, ça veut dire qu'on passe beaucoup de temps à définir des appels d'API, on passe beaucoup de temps à coder un client HTTP, un DTO pour se connecter à telle API, on va passer du temps sur des tâches comme, j'en sais rien, rajouter des traductions dans une langue, changer un message sur un écran, donc c'est des tâches qui pas énormément de valeur ajoutée. Donc là, on essaie d'aller de plus en plus loin avec l'IA pour automatiser ces tâches-là. Et l'année dernière, on a vu un nouvel outil apparaître qui est Claude Code. Donc aujourd'hui, je vais parler beaucoup de Claude Code parce que c'est ce qu'on utilise chez ManoMano. Mais il y a d'autres outils comme Gemini 3 Pro qui est également excellent. Mais oui, Claude Code a un peu changé la manière dont on envisage le métier de développeur, parce que Claude Code, le développeur, il n'est plus forcément aux commandes. Le développeur peut être vu comme un orchestrateur qui a plusieurs terminaux ouverts avec des agents qui font des tâches pour lui. Une analogie que j'aime bien, c'est de dire que avant, avec Cursor ou avec Copilot, c'était un peu quand je prends ma voiture et j'ai le régulateur de vitesse adaptatif, et Claude Code, c'est un peu le taxi autonome. Je lui dis à l'endroit où je veux aller et il m'y amène, quoi. Ok. Alors, tu as déjà évoqué énormément de sujets, tu as lancé plein de plus, donc il y a plein de sujets que j'ai envie de creuser. Je me permets juste avant de commencer, parce que tu précises effectivement qu'aujourd'hui, tu vas parler surtout de Claude Code. Donc, j'en profite pour dire qu'on enregistre cet épisode le 20 janvier. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera diffusé, mais je sais encore moins quand est-ce que les gens vont l'écouter. Il se peut que des choses aient bougé dans l'actualité des LLM et des outils de production de code entre le moment où on enregistre et le moment où vous écoutez ce podcast. Donc, on va beaucoup parler de Claude Code, mais peut-être que
d'ici quelques semaines, peut-être qu'on a un nouvel acteur qui va popper et qui va encore plus faire bouger les lignes que Claude Code. Donc je vais revenir du coup sur justement cette notion d'outillage aujourd'hui que tu as chez Mano Mano. De ce que j'ai compris, tu as une organisation avec des équipes qui sont très libres, notamment de choisir leur techno, parce que du coup c'est ce que, je ne sais plus si tu l'as dit à ce micro-là, à l'épisode d'avant ou à un autre moment, mais vous avez beaucoup de techno sur différents microservices. Vous laissez les équipes choisir en fait sur quoi elles bossent. Est-ce que vous êtes aussi dans un mode de dire bah, tu choisis le LLM que tu utilises et même si tu en utilises un, ou est-ce qu'il y a des choses que vous essayez de standardiser entre toutes les équipes? Alors, on essaie de standardiser plein de choses. Tout en laissant un maximum d'autonomie aux équipes. L'autonomie chez Mano Mano, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour avoir des équipes performantes. Donc, en termes de langage, on autorise 2 langages principaux côté back-end, qui est le Go et tout ce qui est autour de la JVM. En fait, on autorise Java et Kotlin. Et pour les outils IA, on va dire, on en autorise 3 principaux: Cursor, JetBrains AI et Claude Code. Donc en fait, globalement, les développeurs ils vont souvent choisir un outil dans l'IDE qui peut être Cursor s'ils sont plutôt VS Code, ou JetBrains AI s'ils sont plutôt dans le monde JetBrains. Et ensuite, ils vont avoir Claude Code pour tout ce qui est grosses tâches ou tâches en arrière-plan. Donc c'est la liberté qu'on laisse aux développeurs. Par contre, on a une équipe dédiée qui s'occupe de construire. Donc alors c'est assez, c'est du langage, du jargon très Claude, donc qui va construire des skills pour Claude. Cette équipe dédiée va également construire plein de rules, donc pour permettre aux agents de comprendre comment on code chez Mano Mano, j'en sais rien, comment on se connecte à la base de données, comment on crée un cache pour mon microservice, comment on va envoyer des messages sur Kafka, comment on va encoder ces messages via Avro. Donc il y a toute une littérature qui est maintenue et écrite pour permettre aux agents de ne pas juste être un agent agnostique du contexte Mano Mano, mais pour permettre à ces agents de comprendre comment on code chez Mano Mano et d'être efficient comme d'avoir les connaissances d'un développeur sur le contexte Mano Mano. Donc en fait, on pourrait presque dire que c'est de la configuration d'un outil pour que les devs soient le plus efficaces possible avec ces outils-là. Tout à fait. En fait, c'est essayer d'avoir de prendre le savoir qu'il y a dans la tête des développeurs et d'essayer de le documenter pour que les agents soient capables de coder avec les bonnes pratiques qu'un développeur pourrait avoir, et de comprendre quelles sont les spécificités Mano Mano, parce que comme dans toutes les boîtes, il y a des spécificités Mano Mano. Il y a quelques outils internes qu'on utilise que chez Mano Mano. Il y a des règles de nommage qu'il va y avoir que chez Mano Mano, et donc on essaie d'avoir cette automatisation là pour que quand le développeur est sur un nouveau projet, il n'est pas à reconfigurer son agent ou à expliquer 10 fois à l'agent comment se connecter à tel fil de message. En fait, de la même manière que quand tu as, j'imagine, une nouvelle personne qui rejoint l'équipe, tu lui apprends les règles de chez Mano Mano, tu considères que ton Claude Code, en fait, c'est un nouveau développeur qu'il faut former, et donc vous le formez à vos pratiques, quoi. Tout à fait. Mais peut-être que maintenant, s'il y avait quelqu'un qui rejoignait les équipes, on lui dirait va lire la documentation qu'on donne à Claude Code. Ouais. Peut-être qu'elle serait mieux maintenue et comment dire, plus à jour. Ouais, plus à jour. J'en perds mon latin, mais plus facile à digérer que toute la doc confluence qu'on a construite pendant des années. C'est possible. Et est-ce que vous imposez l'usage de ces outils-là? Est-ce que vous traquez la quantité d'usage qui est fait, ou du coup tu peux avoir des devs aujourd'hui qui continuent à faire du code à l'ancienne? J'ai des devs qui continuent à faire du code à l'ancienne. Est-ce que c'est une espèce en voie de disparition? Je ne sais pas. Bon,
j'ai mes convictions. Je pense que l'IA apporte trop de bénéfices pour qu'on puisse, à moyen terme ou à long terme, continuer à ignorer ces bénéfices-là. Mais c'est évident que dans toutes les boîtes et dans toutes les professions, il y a une sorte de résistance au changement. J'aimais beaucoup ce que disait Quentin Adam dans l'épisode précédent où il disait que c'était quand même un comble ou l'hôpital qui se fout de la charité parce que pendant des années en tant que développeur, on a automatisé des Tout ce qu'on choses. pouvait, ouais. Donc on a défoncé en fait plein de boulot où on est arrivé, on a dit en fait maintenant il y avait 10 personnes pour faire ça, maintenant une personne ça suffit. Et quand les gens étaient pas contents, il expliquait qu'on disait alors les mecs, C'est le progrès, la conduite du changement, c'est la marche du progrès, il faut changer. Et aujourd'hui, on voit les mêmes réticences dans le monde des devs, où on se dit mais non, j'ai quelque chose de particulier, jamais une machine pourra remplacer mon art ou ma manière d'écrire. Oui, peut-être que jamais une machine pourra remplacer ta patte, ta manière de penser, d'écrire du code, mais est-ce qu'une machine elle peut écrire du code qui marche bien en prod, qui est efficient et qui est moins cher à écrire? J'ai quand même l'impression que c'est vrai. Donc je pense pas que les IA vont remplacer tous les devs, mais je pense qu'il y a des gains de productivité qui sont absolument incontestables aujourd'hui grâce à l'IA, et qu'il va falloir s'y mettre un jour ou l'autre, mais on n'a pas ce besoin de forcer les gens, honnêtement. Je pense que quand on voit les gains qu'on arrive à faire, les gens, enfin les développeurs vont y passer petit à petit. À un moment, de toute manière, ça sera plus possible de refuser ce changement. Ouais. Donc vous avez outillé vos équipes depuis 2023, de ce que tu disais. Ça a été quoi la courbe d'adoption de ces outils-là? Tu vois, est-ce que c'est à chaque nouvel outil il y a un peu plus de monde qui arrive, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui drivent ça? C'est quoi la quantité de gens qui l'utilisent aujourd'hui? Comment tu perçois ça? Copilot, ça a été très rapide parce que c'est super bien intégré dans les IDE. On a donné des licences, les gens installaient le plugin, ils avaient Copilot, mais ils l'utilisaient au début essentiellement pour de l'autocomplétion. Donc globalement, ils appuyaient sur Tab et à la place d'avoir juste le premier nom de méthode par ordre alphabétique qui s'affiche, Copilot comprenait un peu mieux le contexte et essayait d'autocompléter la ligne ou la fonction de manière un peu plus efficace. Ensuite, donc ça a été assez brutal l'adoption parce que un mois il y avait personne qui avait Copilot. On a lancé un groupe pilote, on a vu que les retours des devs étaient super positifs, que les devs estimaient que ça leur faisait gagner du temps, que ça rendait leur boulot plus agréable parce qu'ils restaient concentrés dans leur IDE, ils n'avaient pas besoin d'aller se balader sur internet, chercher la doc avec tous les risques qui sont d'être déconcentrés par je ne sais quelle distraction en faisant ça. Donc ça, on va dire, améliorer l'hygiène de travail des développeurs, donc c'était vraiment un no-brainer pour nous d'adopter cette techno. Et ensuite, on a vu des développeurs utiliser de plus en plus le chat, parce que quand on a adopté Copilot, il n'y avait pas encore le chat dans l'IDE, donc être capable de parler à son IDE un peu comme on peut parler à ChatGPT. Donc quand ces fonctionnalités-là sont arrivées sur VS Code puis sur JetBrains, on a vu les développeurs utiliser ça de plus en plus. Mais cette partie-là a été, on va dire, un peu plus graduelle. Et, on a eu une adoption plus linéaire, alors que le tab et l'autocomplétion de la ligne ou de la fonction, ça a été absolument immédiat, ça. Okay. Et donc là, tu estimes aujourd'hui que quoi, c'est que quasiment toute ton équipe l'utilise, 50% l'utilise? Non, c'est toute l'équipe. Copilot, c'était toute l'équipe. Aujourd'hui, on utilise beaucoup moins Copilot, mais Copilot, c'était absolument toute l'équipe.
Et aujourd'hui, oui, JetBrains AI, pour les gens qui ont JetBrains, c'est intégré à l'IDE, donc ils l'utilisent forcément. Après, c'est à quel point ils l'utilisent. Il y en a, ils vont utiliser que l'autocomplétion. Il y en a d'autres, ils vont utiliser beaucoup le chat. Il y en a d'autres, ils vont utiliser l'agent, que ce soit l'agent Claude ou l'agent Juni qu'il y a dans JetBrains. Et oui, une bonne partie du boulot, c'est de remettre des crédits, des choses comme ça, parce qu'on a quand même une grosse consommation de crédits. Pareil sur Cursor, c'est à peu près la même utilisation que celle de JetBrains. Et aujourd'hui, on est en phase de scale-up progressif sur Cloud Code. Parce qu'en fait, pour automatiser des agents, il faut arriver à leur donner toute cette connaissance, chose qu'on avait moins besoin de faire avec du Cursor ou du JetBrains AI. Avec Claude, on veut aller vers des agents qui sont le plus autonomes possible ou qui font des tâches de plus en plus compliquées. Et pour faire ces tâches-là, il faut leur expliquer pas mal de choses et leur donner beaucoup de contexte. Donc, c'est avoir des Claude.md ou agents.md qui sont vraiment bien faits, avoir des répertoires dans lesquels Claude il est capable de trouver toute la documentation dont il a besoin. Donc ça, c'est des choses qu'on doit installer sur les postes. Quand le développeur il met à jour ses logiciels, on veut qu'il y ait toute cette documentation Claude qui soit mise à jour en même temps pour que Claude puisse évoluer avec l'évolution de nos pratiques de dev ou l'évolution de nos ADR, tout ça. Donc là, il y a plus d'outillage et pour l'adoption de Cloud Code de manière efficace, les gens qui demandent des licences Cloud Code, on leur donne des licences Cloud Code, mais on essaie vraiment de prendre quelques équipes. Donc on a 5 équipes, on va dire témoins, sur lequel on essaie d'avoir un maximum de feedback sur l'industrialisation de bosser avec l'IA, parce que quand on veut, au moment où on va vouloir avoir du Cloud Code sur l'ensemble de nos développeurs, on veut pas qu'ils aient une expérience qui soit mitigée, on veut vraiment qu'ils aient une super expérience dès le premier jour. Donc on a une phase de ramp-up progressif. Ouais. Donc là, du coup, sur l'intégration de Cloud Code avec ces agents qui, du coup, ont beaucoup plus d'autonomie sur la code base qu'avant, là, du coup, vous y allez quand même de manière un peu précautionneuse, step by step, parce que c'est quand même un peu critique, on va dire, la code base, quoi. Ouais. C'est critique, on doit... Mais vous voulez y aller, quoi. Il n'y a pas de débat, on veut y aller, c'est un objectif très clair d'y aller au maximum dessus, mais on ne veut pas y aller de manière désorganisée. Il y a des enjeux légaux. Alors nous, on a fait le choix... on a sur Claude, on a du pay as you go, donc on a des API keys et les développeurs... à l'utilisation, mais on a aussi pas mal d'équipes qui sont sur des plans enterprise où on paie tous les mois un peu plus, $150, et le développeur peut utiliser le plan, et donc il y a beaucoup, en équivalent de crédit API, c'est quand même beaucoup plus que $150, c'est aux alentours de $750-800 d'équivalent de crédit API. Mais il y a des enjeux légaux sur ça. Donc, la boîte qui fait Claude, c'est Anthropic, c'est une boîte américaine. Sur les plans qui ne sont pas des plans API Key, il y a une partie des données qui sont processées aux États-Unis. Donc, on ne peut pas mettre n'importe quoi dans les données qu'on envoie et qui sont processées aux États-Unis. Donc, il y a de la formation pour les développeurs. Ensuite, typiquement, on ne veut pas que Claude il parse des fichiers où il y a des mots de passe, où il y a des keys, des choses comme ça. Dans le monde des devs, c'est souvent les fichiers .en, on veut des fichiers comme ça. Donc il y a plein de règles de sécurité ou de guardrails qu'on veut mettre sur les agents. Donc c'est des choses qui prennent un peu de temps à construire, et aussi on veut arriver en expliquant aux développeurs, regardez comment utiliser Claude de manière la plus efficace possible.
c'est-à-dire avoir des listes de serveurs MCP qui fonctionnent bien, mettre en place des serveurs MCP si on a besoin sur la boîte. Donc pour être vraiment, pour avoir toutes les promesses de l'outil, il faut quand même un peu d'industrialisation, même si je pense que pour plein de boîtes, juste Cloud Code et des gens qui ont la volonté d'apprendre, ça permet de gagner pas mal de temps. Mais nous, on veut vraiment offrir une très bonne expérience à nos équipes. Donc, on fait un peu de travail préliminaire. J'entends. Vous avez, du coup, tu parlais de ces services MCP. Vous en avez beaucoup qui sont déjà, du coup, connectés à vos agents? Ouais, il y en a pas mal. On a pas mal de demandes de gens qui veulent en rajouter des nouveaux en permanence. C'est dur de d'arriver à équilibrer entre en mettre trop et avoir un LLM qui est perdu, qui sait pas quoi appeler, quand appeler, et mettre les bons. On a beaucoup de Figma MCP, on a beaucoup de MCP. Alors nous, on est sur la stack Atlassian, donc on a beaucoup de MCP pour se connecter à Jira, pour se connecter à Confluence. On va avoir des MCP nous on est sur GitLab, donc pour se connecter à GitLab, aller voir le repo, faire certaines actions sur les repos GitLab. Je dois en oublier deux que je veux mentionner qui sont quand même assez incroyables. Le premier, c'est Serena. Donc Serena MCP, c'est un outil qui permet qui permet à l'agent d'être plus efficace, de faire de la recherche sémantique sur le code. Il peut aussi utiliser du LSP. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet à l'agent d'être plus efficace, plus rapide et de consommer moins de tokens. Et pour nous, c'est quelque chose qui marche plutôt pas mal. Et le second que je trouve magnifique, alors ça c'est peut-être plus ma casquette manager et qui touche un peu à tout, mais c'est le MCP Playwright. Donc ça permet vraiment de dire à l'agent, maintenant tu vas aller tester directement sur l'UI. En tant que manager, ça me permet d'automatiser une palanquée d'actions c'est assez magique, qui va de l'upload de factures, de la réconciliation de factures, de l'automatisation de l'acceptation des congés dans certains cas. Et ça permet vraiment d'automatiser plein de tâches sur le navigateur, et c'est incroyable. Et pour les développeurs web, je sais que c'est quelque chose qui est super. Maintenant, il y en a pas mal qui utilisent le MCP Chrome DevTools, qui fait à peu près la même chose, mais l'un ou l'autre, c'est quand même des outils que je trouve assez incroyables. Ouais. Tu t'évoquais justement, là, quand on commençait à parler des MCP, le fait d'essayer de choisir les bons MCP, de ne pas trop en rajouter. Tu nous as aussi vaguement parlé des skills qui sont disponibles dans Claude. Comment est-ce que tu arrives à conjuguer ces deux éléments sans qu'ils se marchent l'un l'autre dans les pattes? Tout ce qu'on peut faire en skill, on le fait en skill. Okay. Ça coûte moins cher, c'est plus rapide. Même, par exemple... Mais tu vois, le MCP a l'avantage d'être peut-être plus dynamique. Là où ton skill, tant que tu ne le mets pas à jour, il n'est pas à jour. Tout à fait. Après, le MCP, quand c'est des outils du marché qui maintiennent le MCP, c'est top. Quand c'est nous qui devons maintenir le MCP, la partie dynamique devient toute relative, quoi. Donc des fois, c'est plus facile de maintenir un fichier .md et de dire maintenant, à la place de faire ça, tu le fais comme ça, que d'aller sur un serveur, de mettre à jour une API. Je dirais que le skill est même plus facile à maintenir parce que c'est du texte, quoi. On le voit, on le comprend, et pour un humain, il n'y a pas cette traduction, c'est du langage naturel, quoi. Alors oui, mais juste parce que je pense qu'aujourd'hui, ces éléments sont facilement gérables par nous, êtres humains, parce qu'ils restent encore dans des tailles acceptables. Mais en fait, à mesure que le temps va passer, on va commencer à avoir des trucs qui sont de plus en plus volumineux. Et de la même manière que j'imagine que personne chez ManoMano ne connaît toute la code base de ManoMano, parce qu'en fait, aucun humain n'est capable
d'appréhender des codebases aussi importantes. Tu vois, je pense qu'à un moment, on va avoir le même sujet en fait sur nos paramétrages de nos LLM ou agents ou quoi que ce soit dans quelques années ou peut-être même mois. Donc tu vois, peut-être que le MCP te permet ça en fait, d'avoir quelque chose euh, qui est en fait plus appréhendable par l'humain parce qu'en fait il a un côté un peu générique, on va dire. Mhm. Euh, Effectivement, on a assez peu de recul Mhm. sur ça et c'est assez dur de dire de quoi l'avenir sera fait. Néanmoins, c'est un avantage des code-based microservices, c'est que les développeurs, ils ont besoin de connaître leurs Moins services qui sont d'éléments. souvent plus petits, dans lesquels les entrées et les sorties sont très bien connues. En général, les services, ils vont utiliser Postgres et Kafka, ils vont pas utiliser 50 000 choses différentes. Donc, on arrive quand même à avoir, à bosser sur des ensembles pour lesquels la charge cognitive n'est pas énorme. Par contre, il y a des endroits où il va falloir du MCP, typiquement maintenir toute la doc d'API via Skills ou à la main, c'est des choses qui ne sont pas possibles. Donc oui, il va falloir du MCP pour avoir l'auto-discovery des autres API qu'un microservice va devoir appeler. Et il va falloir du MCP pour... alors j'ai pas mentionné Context 7 qui est pas mal aussi pour voir la documentation. C'est un MCP qui permet justement d'aller voir la documentation de différents outils et apprendre à l'agent comment se connecter sur des outils qu'il ne connaît pas forcément. Donc oui, sur la partie dynamique, je pense que le MCP, ça fait totalement sens. Après, des skills, c'est vraiment plus rapide et pour démarrer, je pense que c'est vraiment super. Et il y a même des choses qui, typiquement, j'en sais rien, pour GitHub, on pourrait utiliser le MCP GitHub. Si on sait que les gens ont le GitHub CLI installé sur leur machine, des fois c'est plus simple d'expliquer via Skill comment utiliser le GitHub CLI. Ça évite d'avoir des appels HTTP dans tous les sens et ça simplifie une partie du process. Ouais. Ok. Donc vous faites ça depuis un petit moment maintenant. C'est quoi pour toi les... Alors je sais pas si tu peux nous partager les erreurs que vous avez faites dans l'usage de tous ces outils-là, mais c'est quoi pour toi, tu vois, les best practices que tu vois avec le recul? Alors j'en ai déjà évoqué quelques-unes. La plus évidente, c'est avoir un agent.md qui soit le plus à jour possible et qui vraiment explique à l'agence comment il doit se comporter. Je pense que c'est simple, c'est standard et aujourd'hui il y a vraiment zéro raison de ne pas mettre ça en œuvre si on veut utiliser des agents de manière efficace. Et j'ai quand même... alors, je ne suis pas allé voir d'études sur le sujet, mais je me rends compte que plus on cadre les agents et plus on les fait bosser dans un contexte et un écosystème qui est strict, plus ils sont efficaces. Parce que y a moins de manières de faire la même chose et je trouve que les agents donnent des meilleurs résultats. Donc avoir un agent.md c'est absolument essentiel. Après, essayer de lui donner un maximum de connaissances. Chez nous, chez ManoMano, on utilise comme dans beaucoup de boîtes des ADR pour tout ce qui est décision. Arriver à donner ces décisions-là aux agents. On voudrait, alors ça on l'a pas encore, mais être capable d'avoir des agents qui sont capables de comprendre, ok, je suis dans telle base de code qui est tel microservice. L'avantage d'un microservice, les entrées-sorties sont très claires et l'agent, je pensais à l'épisode de Quentin sur Penny Lane où il disait qu'ils avaient 35 000 fichiers en microservices. On est quand même sur des bases de code qui sont plus petites, donc l'agent comprend
plus facilement quel est le contexte du microservice, mais des fois on doit appeler d'autres microservices qui sont à l'extérieur. Mais comment l'agent il sait, si je veux récupérer les données du client, quel est le microservice que je dois appeler? Donc arriver à donner cette information-là à l'agent, c'est quelque chose que, du moins dans les archives microservices, qu'il va falloir adresser. Aujourd'hui, on ne sait pas encore comment faire. Après, il ne faut pas faire confiance de manière aveugle, surtout en production, aux agents. Donc, je sais que c'est très tentant de dire OK, j'auto-autorise toutes les commandes. Je conseille plus d'avoir des whitelists de commandes autorisées. On sait qu'il peut faire du git commit, mais peut-être pas du git push sans que je l'accepte, par exemple. Et plein d'autres commandes qui peuvent être sensibles. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être en auto-edit sur un projet perso et d'avoir un agent qui me supprime tous mes favoris Firefox parce que il voulait effacer du contexte. Et donc limiter les commandes autorisées, je pense que c'est absolument essentiel dans on va dire dans les environnements de prod et les environnements critiques. Et un point un peu controversé, je suis persuadé que les agents sont plus efficaces sur les langages typés. Enfin, c'est pas, je suis persuadé. Il y a des études sur le sujet. Il y a une étude qui est de Berkeley qui est sortie qui disait que les agents étaient donc plus performants sur les langages typés parce que 94% des erreurs des agents, c'était des erreurs qui étaient évitables s'il y avait une phase de compilation. Donc ça veut dire que quand on est dans un langage non typé, il y a 94% des erreurs qui ne vont pas être catchées, qui vont être catchées par une phase de test ou alors directement au runtime. Donc plus le langage est typé, mieux ça marche. Je me rends compte aussi que les agents adorent avoir des règles qui sont strictes. Typiquement tout ce qui est archi-hexagonal, DDD, on peut se dire que c'est assez verbeux. Quand on écrit du code à la main, ça prend du temps de faire ses ports, ses adapteurs, ses value objects, etc. L'avantage pour un agent, c'est que c'est des patterns d'archi qu'il maîtrise parfaitement, qui lui donnent du cadre. Donc je trouve que tout ça, avoir des structures bien documentées et le plus strict possible, c'est ce qui permet de tirer parti au maximum des agents. Canon. Alors, quand je t'écoutais lister ces best practices, je me suis fait une réflexion. Est-ce que au final, toutes ces recommandations que tu fais pour ton agent soient efficaces, on pourrait pas les appliquer aussi en fait à n'importe quel développeur ou développeuse? Au final, parce que tu vois, un langage typé, c'est plus pratique pour tous les devs. Enfin, tu vois, on va pas se mentir. Le compilateur, il t'aide quand même énormément. Le fait d'avoir du contexte, le fait d'avoir de l'information disponible, le fait d'avoir pas non plus une liberté totale, mais d'avoir des règles précises sur comment est-ce qu'on crée du code, comment on écrit le code, comment on ship le code. Enfin, tout ça, c'est aussi des choses qui rendent n'importe quel développeur meilleur. Tu vois, en fait, est-ce que tu penses que il faut simplement peut-être juste considérer ces outils comme n'importe quel développeur et développeuse, avec juste la différence, c'est qu'il tape environ 1 million de fois plus vite que n'importe qui? Oui et non. Difficile de répondre. Enfin, je vois tellement de manières différentes de répondre à cette question. Je pense, cela dit, qu'on pourra tous être d'accord pour dire que les développeurs ne sont pas connus pour être des personnes extrêmement dociles et ils ont souvent des opinions assez arrêtées sur pas mal de sujets, ce qui n'est pas forcément le cas des agents. Si je lui dis de coder de telle manière, je ne vais pas rentrer dans un débat avec lui pour savoir si un langage typé ou pas typé c'est plus efficace. Il va accepter ce que je lui dis assez rapidement. Ensuite, pour un développeur, l'écriture du code, c'est quand même une partie significative de son temps. Pour un agent, cette partie-là disparaît totalement. Pendant des années, j'ai des collègues qui m'ont dit « mais il faut que tu arrêtes de faire des langages typés ». Je dois avouer intellectuellement que j'ai toujours été très pro-langage typé, même si j'ai été
pendant longtemps formateur JavaScript, j'ai trop souffert d'erreurs en production à cause des langages non typés. Je me suis dit que c'était cool d'arrêter de faire des tests sur du typage et d'avoir, comme tu dis, un compilateur qui catch toutes ces erreurs. Mais il y a plein de gens qui sont persuadés que c'est incroyable de faire du Python quand on s'emmerde, enfin on s'embête pas, si je parle correctement, à faire des classes pour expliquer que le type de retour ça va être ça ou ça. Et l'avantage principal de faire du Python, c'est que on écrit du code plus vite. Ça va, enfin, il faut pas se mentir. Écrire du code à un instant en Python ou dans un langage dans lequel il va falloir plus structurer les choses, ça va aller plus rapidement en Python. Par contre, en fait, cet avantage disparaît totalement avec les LLM, parce que le LLM, lui, il va aussi vite, comme tu le dis, à écrire du Python ou du Rust. C'est juste que quand il va se planter en Rust, il va avoir un compilateur qui va lui dire instantanément. C'est pas nous qui allons devoir créer des tests derrière ou dire au LLM il faut que tu testes ça parce que vu que j'ai un typage faible, il y a tout un ensemble de garanties que je vais pas avoir. Le compilateur lui dit très bien. Et donc, pour répondre à ta question, oui, il y a tout un ensemble de bonnes pratiques qui étaient applicables aux humains, qui peut s'appliquer au LLM également. C'est juste que il y a tout un ensemble de choses qui étaient importantes quand c'était des humains qui écrivaient du code, comme la syntaxe, la non-verbosité ou la verbosité dans le langage. Toutes ces considérations disparaissent avec les LLM, quoi. Donc, il y a quand même des différences majeures. Intéressant. Avant de parler effectivement de l'évolution de notre métier, il y a aussi des sujets qui reviennent souvent sur ces outils-là. C'est des aspects, on va dire, de sécurité. Alors, je vais regrouper volontairement, c'est dommage que c'est quand même des sujets un petit peu différents, mais on a deux aspects sur la sécurité. Quand on parle LLM, il y a dans un premier temps sur est-ce que ton LLM va être capable de générer du code qui est suffisamment safe et fonctionner et de ne pas t'ouvrir de backdoor ou de problèmes ou t'exposer à tout un type d'injection, enfin bref, tu connais. Et l'autre côté, c'est aussi comment tu garantis la sécurité de ta code base en tant que telle quand tu as des agents qui évoluent de manière complètement libre dessus, mais qui sont aussi en plus des agents américains, donc potentiellement ton code y part ailleurs. Tu vois, comment est-ce que tu... Donc j'essaie de faire court parce qu'on a encore pas mal de sujets à évoquer. Mais tu vois, cette notion de sécurité, comment est-ce que toi tu la gères avec tous ces outils ? Alors aujourd'hui, j'ai une conviction, c'est qu'il doit toujours y avoir un human in the loop, je ne sais pas comment le dire en français, donc il doit toujours y avoir un être humain qui regarde ce que fait l'agent. Je pense que c'est sur du code critique qui n'est pas d'époque, c'est totalement inconscient de faire confiance aveuglément à l'agent. Donc dans tous les cas, le développeur, avant de committer, il doit regarder ce qu'a fait l'agent et normalement, il a itéré avec l'agent. Idéalement, je pense que c'est très efficace de commencer à écrire des tests, de ensuite avoir l'agent qui essaie de faire passer ces tests-là. Pareil, le TDD, c'était une pratique qui pouvait être à certains égards considérée comme lourde avec les agents. Je pense que c'est une pratique qui fait totalement, enfin qui fait encore plus qu'avant sens. Donc, avant de pousser du code via une merge request, l'humain doit regarder ce qui se passe. Et ensuite, de toute manière, la merge request, elle doit être revue par les développeurs. Après, en tant que manager, j'aimerais bien te dire, bien sûr, chez ManoMano, tous mes développeurs, ils regardent les merge requests. Je sais qu'il va y avoir des petits malins. Ils vont dire à Claude, Claude, regarde cette merge request-là, tu peux me faire la revue. Et ensuite, ils vont écrire les commentaires que Claude leur a donnés. Mais si on veut être sérieux, aujourd'hui, il doit y avoir absolument des phases de revue d'humains et des phases de revue même par des seniors. Le code devient de plus en plus complexe avec les bases de code qui grossissent et on ne peut pas faire confiance aux agents.
Et tu me donnes une perche intéressante pour faire le parallèle entre le vibe coding et l'agentic coding. Moi, je pense que le vibe coding, c'est super bien pour faire des tests, explorer des idées, pour faire un proto qui va être jetable. Des outils comme Lovable sont absolument incroyables. Après, quand on bosse dans une boîte qui ship du code, qui va impacter plusieurs centaines de milliers de clients, voire de millions de clients, c'est pas du tout adapté. Donc nous, on est plus sur de l'agentic coding ou de l'AI, assisted coding, où on a l'IA qui aide l'humain, mais à toutes les parties du process. L'humain est celui qui pilote, qui décide et qui vérifie que niveau sécu, ça va bien. Par contre, ce qu'on peut avoir, c'est des agents qui regardent en permanence les bases de code, et c'est ce qu'on a chez ManoMano, et des agents qui essaient eux-mêmes de détecter des failles de sécu. Et on a eu des agents qui nous ont détecté des failles de sécu ou des mauvaises pratiques. Donc j'ai envie de dire que si on est sérieux en termes, on va dire, de pratique d'ingénierie, l'IA n'est pas censée apporter plus de failles de sécu. Encore une fois, il ne faut pas que l'humain se dédouane de son boulot et délègue tout à l'IA. Et même l'IA peut nous aider à aller plus loin en automatisant une partie du boulot qui est assez pénible et rébarbative. Mais j'aime beaucoup ta phrase, d'ailleurs je la mettrai en quote de l'épisode, c'est que il faut pas que l'humain se dédouane de son rôle. C'est vrai que on a encore notre valeur ajoutée, mais c'est vrai qu'effectivement se pose en fait aujourd'hui la question de, mais même en fait c'était le cas aussi sur les 40 années qui viennent de s'écouler, est-ce que notre valeur ajoutée, elle était vraiment dans notre capacité à écrire du code ou à concevoir du code qui fonctionne et qui fonctionne dans le temps, quoi. Moi, je suis un amoureux du beau code, donc j'ai passé énormément de temps à étudier la syntaxe du code, à essayer de trouver la plus belle syntaxe pour faire quelque chose. Mais si je regarde je suis toujours un amoureux de ça, et j'adore l'IA pour ça, parce que justement, ça me permet d'itérer pour savoir, disant, ce bout de code, est-ce que je pourrais pas trouver une manière qui soit un peu plus, on va dire, pragmatique, c'est pas le bon mot, mais une manière qui soit un peu plus belle d'écrire ce code-là. J'en sais rien, des fois c'est un peu plus fonctionnel à la place d'utiliser plus d'impératifs ou plus concis ou qui se comprennent mieux, parce que des fois je trouve que le code que j'écris, en fait il est dur à comprendre. Donc l'IA permet d'itérer sur ça. Après, on passait beaucoup de temps sur du sucre syntaxique et ça apportait pas vraiment de valeur, de valeur métier. Produit, ouais. Donc, oui, c'est vrai que l'IA, ça nous enlève un peu ce petit truc-là. Moi, j'adorais en revue de code dire regarde, là, c'est 3 lignes de code que tu as fait, tu as une fonction dans la standard libre qui te permet de l'écrire, et tu vois, tu n'as plus besoin de tester ton code parce que tu as utilisé le code standard. C'était super. Avec l'IA, on a moins cette partie-là. Après, pour faire une analogie, je regardais il y a quelque temps une espèce de reportage, on va dire, sur l'histoire de l'IA dans les échecs. Toute l'histoire de Deep Blue et autres. Et ce qui était intéressant, la conclusion, c'était de se dire que aujourd'hui, en fait, les IA d'échecs sont absolument imbattables par n'importe quel être humain. Ils sont à un niveau qui est juste colossal. Malgré tout, on a encore des championnats d'échecs. Il y a encore des humains qui jouent aux échecs. Il y a encore des gens qui font du beau jeu en échecs. Enfin, tu vois, le fait que les IA nous dépassent dans une capacité à faire des choses ne veut pas dire qu'on doit arrêter de le faire pour autant. Oui, tout à fait. Mais je pense que j'ai vu le même reportage que toi, et je crois qu'il y a de plus en plus de monde qui joue aux échecs, en plus, d'ailleurs. Et parce que maintenant, on peut aussi s'entraîner seul face à une IA qui peut s'adapter à notre niveau, qui peut nous apprendre des choses. Et je pense qu'en tant qu'être humain, on a tous un moment de réalisation que en fait, ce qu'on fait qui peut compenser, artistique, unique, en fait, la machine peut le faire.
il y a des professions, on va dire tous les métiers de l'industrie, de l'agriculture qui l'ont compris il y a des siècles, voire quelques dizaines d'années. Nous, en tant que profession intellectuelle et développeurs en particulier, on est en train de l'apprendre. Moi, typiquement, je suis passionné de jeux vidéo et je jouais beaucoup à un jeu qui s'appelle Dota 2 qui existe toujours. C'est LOL pour les puristes, on va dire. Il y a quelques années, une petite boîte qui n'était pas connue a commencé à faire des IA pour essayer de battre des équipes professionnelles de Dota. Cette boîte s'appelle OpenAI. Donc ils ont commencé, moi j'ai connu OpenAI il y a, je dirais 7-8 ans parce qu'ils essayaient de battre des joueurs professionnels à Dota. Et au début, ça m'a fait doucement rire parce que en fait c'est un jeu où c'est pas comme un plateau d'échecs ou un plateau de Go où on voit en permanence ce qui se passe. On voit qu'une petite partie de l'échiquier à Dota, il y a plein de choses qui se passent dans ce qu'on peut appeler du brouillard de guerre, donc que la machine ne peut pas analyser. Donc la machine ne voit pas l'ensemble. Et après, il y a énormément de synchronisation entre plusieurs personnes. Il y a des tactiques à mettre en place. Et je me disais, mais jamais une IA, avoir de la puissance de calcul, ça ne sert à rien pour ce jeu-là. Il y a vraiment une particularité de l'être humain. L'intuition. Voilà, une intuition, quelque chose que les machines sont vraiment pas prêtes à avoir, et en tout cas les machines mettront plusieurs dizaines voire vingtaines d'années pour nous battre, et en fait pas du tout. Les machines ont battu les êtres humains très rapidement. Après il y a Starcraft 2 qui est tombé je crois que tout ça c'est arrivé après que AlphaGo est battu. Alors je me souviens plus du nom du champion sud-coréen, et je me disais non mais les jeux vidéo c'est encore plus complexe, il y a encore plus d'inconnus et il y a des choses que l'IA ne peut pas voir et elle arrivera jamais à raisonner de manière probabilistique sur ces choses-là, et un humain trouvera toujours une manière totalement débile de battre l'IA. Et effectivement, il y a des joueurs qui ont réussi à battre des IA avec des techniques avec lesquelles ils n'auraient jamais battu un être humain, mais très rapidement les IA se sont adaptées, et aujourd'hui les IA sont absolument imbattables. Et ce moment de réalisation que j'ai eu il y a quelques années, je pense qu'il y a quelques-uns de nos collègues qui sont en train de l'avoir ou qui ne veulent pas le voir. Et sur les jeux vidéo, c'est quelque chose qui a peu de conséquences. C'est un passe-temps, c'est un hobby, c'est pas très grave. Le métier qu'on fait, on était quand même dans une bulle dorée. En tant que développeur, on était extrêmement bien payé. On était beaucoup à avoir du télétravail, des conditions de travail qui étaient incroyables. Et là, il y a un nouveau truc qui arrive et qui dit on va foutre un gros coup de pied dans toute cette fourmilière et on va voir ce qui va rester à la fin. Ça fait peur, on ne sait pas où ça va, et donc il y en a qui ne veulent pas le voir, je pense. Je vous mettrai en description cette vidéo. Je crois que c'est une vidéo de Igo sur l'histoire de Deep Blue, et qui évoque aussi, effectivement, aussi un petit peu ce que tu évoques, comme quoi Kasparov en fait est le premier être humain à avoir eu ce sentiment de se dire en fait la machine est plus forte que moi, et de se faire remplacer. Donc super vidéo, je vous mets le lien en description. Pour du coup terminer justement sur ce sentiment de peut-être pas forcément de remplacement, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais ça a été quoi l'impact de tous ces outils-là sur le métier pour les devs seniors, experienced, juniors ou même Presta chez Mano Mano? Je rebondis juste sur ce que tu viens de dire. Je trouve que les secondes où on voit Kasparov se lever fou furieux quand il perd la première fois contre Deep Blue, oui, il y a un moment où l'être humain réalise qu'il y a quelque chose qui pensait unique, qui n'est pas si unique que ça. Pour revenir à ta question sur Mano Mano, donc des prestats, on en a très peu chez Mano Mano, donc les impacts
Ils sont assez durs à analyser, mais je sais que tu as fait un épisode avec quelqu'un dont j'ai perdu le nom, qui bosse au cercle, qui explique très bien les impacts Avec Benoît, ouais. qu'il peut y avoir sur les prestats. Sur les devs seniors, je pense que c'est plus ou moins, je dirais pas les gagnants, mais leurs connaissances sont démultipliées par l'IA. Ouais. Globalement, savoir comment architecturer une application, savoir quelles sont les erreurs à éviter quand on fait une application, comprendre le business de la boîte, savoir où on veut aller, quel style d'organisation du code prendre en fonction du contexte, c'est des savoirs qui sont démultipliés par l'IA parce que avant, pour mettre en action ces savoirs, il fallait quand même passer pas mal de temps à écrire du code. Et là, en fait, l'IA permet de de faire tout ça extrêmement vite. La partie laborieuse d'écriture du code où on écrivait des DTO, des mappeurs, des classes qui n'avaient pas forcément, on va dire, elles avaient une utilité architecturale, mais elles ne nous demandaient pas une concentration de dingue. En fait, l'IA permet d'aller à une vitesse inouïe sur ces tâches-là. Donc, je pense que le savoir des seniors est démultiplié par l'IA. Ceux pour lesquels je suis plus inquiet, c'est les juniors. Aujourd'hui, j'aimerais pas être un junior, parce que le marché du travail dans l'IT est devenu beaucoup plus compliqué pour les juniors, et deux, parce qu'il va falloir une discipline de fer aux juniors pour acquérir les savoirs que nos seniors ont aujourd'hui. Nos seniors, ils ont été obligés de se coltiner la théorie sur comment fonctionne une machine, comment fonctionne un langage, pourquoi tel langage est pertinent dans tel cas. Ils connaissent à peu près bien les standards libres de tous les langages, ils connaissent les patterns d'architecture, tout ça, ils ont été obligés de l'apprendre. Il n'y avait pas le choix, et si on voulait être pertinent, on était obligé de passer par toutes ces phases d'apprentissage, toutes ces phases où on se plantait, on réessayait, et là ça marchait, où enfin du moins ces phases de répétition, où on ancrait ses connaissances. Aujourd'hui, un junior qui peut poser une question à ChatGPT, et ChatGPT ou Claude ou Mistral lui donne la réponse, comment peut-il avoir la discipline de passer par toutes ces phases d'apprentissage qui font que les seniors ont tous ces savoirs qui sont pertinents dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc je trouve que pour les juniors, c'est extrêmement dur par rapport à ça. Et ensuite, il y a un autre truc qui est dur, c'est qu'aujourd'hui, pour une boîte, la plupart des boîtes font des calculs économiques à assez court terme. Pour une boîte, c'est tellement plus efficace de recruter des seniors et de leur donner toutes les IA, tous les outils agentiques, et d'avoir un senior qui va pouvoir bosser avec 3 cloud codes en parallèle sur 3 bases de code. Et vu que c'est un senior, il a l'habitude de faire des code review, de switcher de contexte, il va être capable d'orchestrer plusieurs agents en parallèle, plutôt que de dire on va prendre ce même senior et on va lui coller un junior et il va faire monter le junior en compétences. Si on fait un calcul économique tout court-termiste, en fait, j'ai l'impression que l'équation est assez brutale pour le junior. Les boîtes ont tout intérêt à prendre des seniors et équiper des seniors. Et malheureusement, quand on regarde le marché de l'emploi américain, c'est ce qu'on semble voir. Les boîtes ont continué à embaucher des seniors. Par contre, depuis le pic de 2022, on a eu une chute des embauches de juniors de l'ordre de 20-30%. Et c'est encore plus fort sur les stagiaires. Donc, il y a clairement un âge d'or qui est terminé au niveau du marché pour les juniors.
et ils vont avoir besoin d'avoir une discipline plus grande pour apprendre les connaissances que les seniors ont acquis. Et je dis que ce que je dis, c'est vrai à mon sens pour les juniors, les devs juniors, mais c'est encore plus vrai pour les gens qui sont à l'école et les étudiants, où en fait c'est tellement plus simple de demander à l'IA de répondre à la question plutôt que d'essayer d'apprendre à répondre à cette question-là. Donc pour répondre à ta question, je suis pas très inquiet pour les seniors, je suis assez inquiet pour les juniors. Ouais. Ce qui est d'autant plus problématique, c'est que les seniors, au bout d'un moment, ils seront plus là. Et si on n'a pas fait progresser les juniors pour qu'ils deviennent seniors, en fait, c'est aussi moi, mon inquiétude, en fait. C'est qu'on a... et en fait, forcément, la réflexion mûrit à chaque invité que je reçois. Mais tu vois, en écoutant ce que tu disais, tu me disais qu'il faut avoir une discipline de fer pour comprendre les choses et pas juste poser la question à ChatGPT. On va être honnête, toi et moi, on a beaucoup fait de copier-coller de code depuis Stack Overflow. C'est au final pas si loin de ce que pourraient faire les jeunes aujourd'hui, et ça ne nous a pas empêché d'apprendre. Et ce que j'avais aussi envie d'ajouter, c'est que est-ce que la manière dont nous on a appris est forcément la manière dont les autres doivent apprendre? C'est une question que j'ai posée à pas mal d'invités récemment. C'est vrai que nous on a beaucoup appris par l'erreur. On a fait beaucoup de trucs qui ont planté en prod, qui ont causé des sueurs froides, des problèmes et autres. Ça nous a permis d'apprendre plein de choses. Tu nous as parlé des langages typés, où tu t'es confronté suffisamment au problème des langages peu faiblement typés. Est-ce que apprendre par l'erreur, par l'échec, c'est vraiment la seule solution qui existe? Et pour compléter là-dessus, je me demande aussi si le problème qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est que on est en train de mettre sur le côté des juniors, parce qu'effectivement, c'est difficile de les faire progresser vers le métier de senior dont on a besoin aujourd'hui. Mais est-ce que les seniors de demain sont les mêmes seniors que ceux d'aujourd'hui? Parce qu'au final, est-ce que écrire du code... Parce que, tu vois, en fait, ce que je me dis de plus en plus, c'est que si on considérait le LLM comme un compilateur, parce qu'au final, tu vois, tous les devs aujourd'hui qui font du Python, du JavaScript et autres, l'assembleur, ils ne le connaissent pas. Le langage machine, encore moins. Et en fait, si tu considères le LLM comme un compilateur, en fait, tu peux dire qu'il faudrait que les juniors apprennent justement à maîtriser au maximum ces outils, quitte à ne pas savoir ce qui se passe en dessous. Parce que c'est déjà le cas. Nous, aujourd'hui, les développeurs, on est très peu à vraiment maîtriser. C'est-à-dire que moi, pourtant, qui ai reçu beaucoup de gens sur ce podcast, je sais que je ne maîtrise pas tout ce qui se passe dans toutes les piles. Donc, tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que le problème, je pense, c'est qu'on ne prépare pas les... Tu parlais des jeunes qui sont en école aujourd'hui. On ne prépare pas les jeunes d'aujourd'hui à être les seniors de demain. Tout à fait. Et alors, j'avais prévu Enfin, ça sera ma recommandation à la fin de l'épisode, mais je vais la spoiler dès maintenant. Il y a Micode, le présentateur de Underscore, qui a fait une vidéo que je trouve absolument excellente la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Je crois que le titre de la vidéo, c'est allons-nous tous devenir débiles, ou pourquoi nous allons tous devenir débiles, où il explique justement les mécanismes d'apprentissage du cerveau, et c'est des choses qui sont assez bêtes et assez scientifiques, mais globalement, il faut une phase de théorie, il faut une phase de répétition, et il faut une phase de récompense où on se plante, où on a un feedback positif ou négatif. Et ça, c'est vrai dans le code, mais c'est vrai dans tous les processus d'apprentissage de l'être humain. Et le problème, c'est qu'en fait, l'IA vient au milieu de tout ça et casse cette boucle d'apprentissage et change drastiquement la manière dont on peut acquérir du savoir. Et il y a un exemple qui est extrêmement connu, qui est celui des taxis londoniens qui avaient une mémoire absolument incroyable et des capacités de raisonnement qui étaient incroyables, parce que avant ils devaient connaître quelques milliers de rues, et en fonction de l'endroit où ils étaient, ils devaient comprendre quel était le chemin le plus court pour aller d'un point de l'heure A, voilà, de la journée et de la semaine. tout à fait.
Et en fait, on s'est rendu compte que quand le GPS est arrivé, il y a eu des pertes de capacité cognitive sur les taxis londoniens qui ont été absolument drastiques. Et aujourd'hui, il y a des études scientifiques qui montrent que quand on laisse des étudiants utiliser des LLM et on passe pas par cette phase d'apprentissage de la théorie, de répétition de la théorie et de feedback positif ou négatif en fonction de si on se plante ou si on réussit, on n'arrive pas à acquérir des connaissances. Donc pour nos juniors, il est absolument clé qu'ils utilisent le LLM comme quelqu'un qui va les entraîner. Et pour moi, c'est un peu la même. J'ai envie de te faire la même réponse que celle que je t'ai faite pour la sécurité. Sur la sécurité, il y a 1 an de ça, on a tous vraiment rigolé quand il y a quelqu'un qui n'est pas dev qui est arrivé, qui a dit j'ai vibe codé une application, tous les devs vous êtes morts, regardez mon application, elle est déployée, elle est en SaaS, elle marche trop bien. Évidemment, il y a quelques devs qui étaient un peu, on va dire, piqués au vif, tout à fait, par cette déclaration, qui sont allés faire du stress test sur l'application et qui ont réussi à hacker l'application. Et il me semble que la personne qui avait été un peu trop assertive s'est retrouvée avec une facture AWS ou Google assez conséquente. Donc sur la sécurité, oui, si on utilise les LLM, on fait n'importe quoi, ça nous explose à la gueule. Mais je pense que c'est exactement pareil pour l'apprentissage. Il y a des choses qui marchent, il y a des bonnes pratiques. On a mis des millénaires à apprendre comment apprendre aux personnes. Si au milieu on met un LLM et on délègue tout au LLM, mais en fait, on va avoir des choses qui vont nous péter à la gueule en termes de connaissances. Donc, les juniors doivent utiliser le LLM comme quelque chose qui leur apprend à faire des exercices, qui leur permet de mettre en œuvre des méthodes qui sont scientifiquement prouvées pour entraîner la mémoire, etc. Si on utilise le LLM comme ça, c'est quelque chose qui va être incroyable en termes de connaissances, comme pour la sécurité où on a le LLM qui peut scanner des bases de code et voir des problèmes. Par contre, j'ai peur que l'être humain est feignant par nature, et les développeurs, je pense qu'on est tous des gros feignants par nature, et c'est un des critères pour adorer ce boulot, parce qu'on est capable d'automatiser des choses, donc d'éviter de s'éviter pas mal d'efforts. Mais j'ai peur qu'en tant que développeur et être humain plus généralement, on choisisse le chemin de moindre effort court-termiste qui nous envoie droit dans le mur. Ouais. Mais du coup, tu penses pas que si on formait les jeunes à utiliser le LLM plutôt que de les former à ce que le LLM sait faire, et du coup ils utilisent le LLM en fait en mode raccourci, du coup en fait on pourrait entre guillemets créer une nouvelle type de créateur d'applications qui serait capable d'utiliser les LLM correctement, mais sans forcément savoir écrire du code. Je pense qu'il y en a qui vont utiliser les LLM de manière incroyable. Ça peut être un outil d'égalité incroyable parce que n'importe qui a accès à un LLM qui fait à peu près la même chose. Je dis n'importe qui, enfin il y a quand même des limites, des plans qui coûtent assez cher, mais je pense que ça peut être un outil de diffusion de la connaissance qui est absolument incroyable. Mais je pense qu'il faut que tout le monde ait conscience de comment on apprend les choses, quels sont les processus métacognitifs qui sont à l'œuvre, et d'utiliser les LLM justement pour à bon escient. Si on le fait pas, on va absolument, on va droit dans le mur. Et pour en revenir à ta question initiale, parce que j'ai perdu un peu le fil, il y a un danger qui guette les boîtes qui font cette équation économique court-termiste de ne pas recruter des juniors. C'est que à un moment, on va se retrouver, les juniors d'aujourd'hui sont les seniors de demain. Donc on peut pas
se permettent pendant de longues périodes d'arrêter de recruter les juniors. Et je crois que c'est le CTO d'Amazon ou le nouveau patron d'Amazon, qui n'est pas Jeff Bezos, du moins quelqu'un qui a pas mal de bouteilles chez Amazon, qui disait que c'est le truc le plus con qu'il avait attendu des 10 dernières années. Et je me souviens plus de la citation exacte, mais il disait « il nous faut absolument des juniors, sinon on casse totalement la pyramide RH de la boîte ». Donc c'est essentiel, même si on se passe de toutes les considérations de est-ce qu'ils vont être économiquement plus efficients à court terme. Une boîte ne peut pas survivre sur le long terme sans recruter des juniors. C'est un investissement sur la durée, quoi. Ouais. Top, merci beaucoup Jocelyn pour tout ça. On termine donc par 2 questions, les questions rituelles du podcast. Donc tu nous as déjà fait ta recommandation. Est-ce que tu en as une autre qui te vient, que tu as envie de partager, je sais pas, un film, une série, un livre que tu aimerais partager avec tout le monde, ou est-ce qu'on reste sur la vidéo de Micode ? Excellente vidéo de Micode sur l'IA, donc je reste sur ça. Autre vidéo qui se regarde très bien sur l'IA et qui est assez intéressante, c'est un documentaire sur DeepMind de Google, donc l'entité anglaise de Google qui a fait AlphaGo, des IA sur StarCraft. Et je crois que le titre de la vidéo qui est disponible gratuitement sur YouTube, c'est The Thinking Game. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui donne un peu d'espoir sur ce que l'IA pourrait apporter. Ok. On mettra les liens, bien évidemment, en description. Et pour terminer, la question la plus importante de ce podcast, Jocelyn, tu es plutôt espace ou tabulation ? Je suis plutôt tabulation, même si je sais que c'est unpopular opinion. Très bien, merci beaucoup Jocelyn. Merci Bruno. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je pense que Jocelyn nous a donné des super recommandations sur le bon usage de ces outils. La première étant que c'est indispensable de les utiliser aujourd'hui, bien évidemment, que vous soyez senior ou que vous soyez junior. Donc n'hésitez pas à vous le réécouter. On va essayer de faire des extraits pour que tous ces éléments de savoir soient aussi disponibles en mode nuggets et encore plus facilement digestes. Mais voilà, c'est effectivement une révolution de notre métier qui est en train de changer, de se transformer. L'arbre des possibles est infini. C'est aussi une bonne nouvelle, ça nous permet de faire plein de choses. Ça permettra effectivement, comme le disait aussi Jocelyn, c'est une grande arme d'égalité qui va permettre de faire venir beaucoup de gens nouveaux dans ce métier-là. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, on va suivre bien évidemment toutes ces évolutions. Je vous remercie beaucoup aussi de partager ce podcast autour de vous. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee pour aussi contribuer à ce podcast si vous souhaitez le soutenir. Comme toujours, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttt.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.